Bonjour, bienvenue sur ce nouveau webinaire consacré à la gouvernance d'entreprise. Au cours de cet épisode 3, nous allons faire un focus sur les comités dédiés et les advisory boards. Je suis Joëlle Ciblot, directrice de l'ingénierie patrimoniale au CIC Nord-Ouest. Bonjour à tous, je suis Caroline Lebiez, fondatrice de Ma Gouvernance. Bonjour à tous, je suis Clément Francôme, CEO de Utocat. Alors, l'environnement en fait, dans lequel évoluent les entreprises est de plus en plus complexe, tout spécialement pour les jeunes entreprises, et le dirigeant doit faire face à des choix très rapidement, mais aussi sur des sujets qui sont souvent très techniques ou nécessitant une mise à jour de connaissances très spécifiques. Alors, le conseil, la prise de recul face aux décisions, notamment de court terme, la mesure du risque sont autant de préoccupations auxquelles doit faire face le dirigeant. Donc, l'accompagner dans ses choix stratégiques grâce à un éclairage de personnes extérieures à l'entreprise est un principe de bonne gouvernance. La constitution de comités dédiés ou d'advisory board offre aux dirigeants une aide précieuse qui vient en fait en complément des instances qui sont imposées par la loi selon la forme juridique de la société. Nous vous proposons donc d'étudier ces sujets au cours de l'heure que nous allons passer ensemble, puisqu'ils sont souvent mal connus ou parfois mal définis. Notre exposé, comme habituellement pour les personnes qui nous viennent régulièrement nous voir, le savent, un exposé de 30 minutes entre Caroline et moi-même, et le partage d'expérience de Clément Francôme, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, et nous le remercions pour sa disponibilité. Et puis 15 minutes laissées à vos questions-réponses. Vous avez pour cela une zone de discussion dans laquelle vous pouvez poser vos questions, réagir tout au long de notre exposé. Et puis, je vous indique également que ce webinaire est enregistré et que vous recevrez le replay sur les adresses qui vous ont servi à vous connecter aujourd'hui. Voilà, sans plus attendre, je laisse la parole à Caroline pour démarrer. Voilà. Ça, c'est toujours pareil. Hein. J'ai eu un problème de… Bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, vous l'avez compris, on va parler de gouvernance et plus particulièrement d'un outil qui est très utile, qui est l'Advisory Board. Mais avant de commencer, il nous a paru utile de refaire un point sur la différence entre ces outils, parce que ce qu'on se rend compte, c'est quand on va à la rencontre de créateurs d'entreprises, plus particulièrement dans le monde de la start-up, c'est que le terme d'advisory board est parfois utilisé, même souvent à mauvais escient, qu'il peut y avoir des certitudes ou en tout cas voilà, des pensées qui sont des biais de confirmation sur la mise en place de ces organes stratégiques. Et donc, souvent, il y a une confusion qui s'opère entre un advisory board, un conseil d'administration ou un conseil de surveillance. Donc, ce qu'on vous propose dans un premier temps, c'est de revenir tout simplement en fait aux fondamentaux incarnés par la forme de la société. Donc, on ne va pas partir sur les SARL, les URL, tout ça. On va vraiment partir sur deux formes de société très classiques et très utilisées, les sociétés anonymes d'un côté et les sociétés par action simplifiée. Alors, peut-être pour rappeler que la société anonyme, elle existe depuis très longtemps et comme elle impose d'avoir 7 associés pour être constituée, le législateur a permis la création de sociétés par action simplifiée avec une totale liberté de statut, puisqu'aujourd'hui, en fait, une société par action simplifiée, elle peut être constituée à partir de 2 associés et un seul si on est en SASU. Donc voilà, ça c'est la première chose à savoir. La deuxième chose, c'est que aujourd'hui on entend voilà des jeunes créateurs qui disent bah oui, moi mon objectif un jour c'est d'être coté en bourse. Il faut savoir que la société par action simplifiée ne permet pas ce choix-là. Pour pouvoir être sur un marché réglementé, il faut obligatoirement avoir une forme de société anonyme. Donc ça, c'est aussi un point à savoir. Alors, la différence entre ces deux types de sociétés au niveau de la gouvernance, c'est que dans les sociétés anonymes, la gouvernance, elle est imposée par la loi, alors que dans la société par action simplifiée, rien n'est
rien n'est imposé par le législateur puisqu'on est dans une liberté de statut. Alors, peut-être pour vous détailler comment cela fonctionne dans les sociétés anonymes, dans les sociétés anonymes, on peut avoir plusieurs organes, plusieurs cas de figure. Le premier, c'est on a un conseil d'administration plus un directeur général. Donc, soit le président de la société anonyme cumule les fonctions, et dans ce cas, on va parler de président-directeur général, soit il y a une séparation des fonctions et il y aura un président de conseil d'administration plus un directeur général qui seront deux personnes différentes. Et puis, autre cas de figure, c'est la mise en place d'un conseil de surveillance et d'un directeur. Donc, ces organes sont d'ordre légal, ce qui veut dire qu'on ne peut pas y déroger. Tandis que dans les SAS, c'est complètement différent, puisque la composition de l'organe de gestion, donc président unique ou organe collégial, et le mode de fonctionnement relèvent de la volonté commune des associés. Donc, la seule limite dans la SAS concernera l'obligation de nommer un président associé ou non qui représente la société à l'égard des tiers. En dehors de cette obligation, les statuts peuvent être librement adaptés et prévoir la création de comités divers avec différents pouvoirs plus ou moins étendus et bien sûr une organisation évolutive qui va s'adapter aux besoins de la société. Ce qui n'empêche pas de retrouver, notamment dans de nombreuses PME et ETI, qui sont sous une forme de société par action simplifiée, une gouvernance qui va être calquée sur celle que l'on trouve dans les sociétés anonymes avec mise en place d'un conseil d'administration ou conseil de surveillance. On le voit dans de nombreuses entreprises familiales, groupes familiaux qui étaient peut-être traditionnellement en société anonyme, qui sont passés en société par action simplifiée et qui ont réitéré la mise en place d'une gouvernance. Donc ça, c'est la première chose. Alors, donc pourquoi on est totalement libre dans les sociétés par action simplifiée? Tout simplement parce que au moment de la rédaction des statuts, les règles concernant les prises de décision collectives et notamment les décisions devant être prises collectivement, les modes de consultation des associés, les règles de quorum et de majorité sont décidées à ce moment-là. Alors que dans les sociétés anonymes, on vient de le dire, les règles relatives aux décisions collectives sont d'ordre public et les statuts ne peuvent y déroger, y compris aussi pour la gouvernance. Et cette précision, elle est importante pour la suite car le terme d'advisory board, on l'a dit en début, est souvent mal employé ou dévoyé. Et ce qu'on veut bien dire là, c'est que dans notre présentation, lorsque nous allons parler d'advisory board, nous ne parlons pas d'un organe qui aurait été imposé par la loi ou des statuts. On va parler plutôt d'un organe de gouvernance qui peut être utilisé soit comme un comité consultatif ou stratégique parce que les statuts n'ont rien prévu et qui va fonctionner plutôt comme une forme embryonnaire et préfigurée de ce que sera un futur conseil d'administration, soit comme un complément à un conseil d'administration existant. Par exemple, j'ai vu récemment le cas d'une ETI qui fonctionnait très bien avec son conseil d'administration et qui souhaitait mettre en place un advisory board composé uniquement de personnes expertes sur un sujet digital parce qu'elle n'avait pas ses compétences au sein de son conseil d'administration et qu'elle voulait avoir un regard complètement extérieur sur cette partie, on va dire, plus numérique. Donc voilà. Donc retenez bien, même si Joël va enchaîner avec plus de détails, que si vous êtes en société anonyme, votre choix de gouvernance est orienté par la loi, que si vous êtes en société par action simplifiée, c'est à tout moment que vous pouvez décider de mettre en place un advisory board et dans ce cas, c'est au président de la société de prendre cette initiative, tout en rappelant que vous avez deux possibilités, soit d'inscrire le fonctionnement de cet advisory board dans vos statuts, ce qui lui donnera plus de contraintes de fonctionnement et des pouvoirs associés, comme l'aurait un conseil d'administration, soit de le laisser libre de fonctionner sans l'inscrire dans les statuts, à la manière d'un comité des sages ou comité consultatif. Donc, cela signifie en fait qu'en pratique, les membres d'un advisory board ne peuvent pas remettre en cause les prérogatives légales d'un président d'une SAS. Ça, il faut le rappeler, parce que c'est quand même un point de réassurance. Donc, il n'y a aucun risque de perte de pouvoir du président de SAS qui s'entoure de personnes dans un advisory board, sauf si, évidemment, il en avait été décidé autrement dans les statuts de la société. Donc, je vais laisser la parole je vais laisser la parole à Joël qui va rentrer un peu plus en détail sur la différence entre ce qu'on appelle les comités dédiés, qui sont des émanations des conseils d'administration, et l'advisory board. Merci Caroline. Alors effectivement, quand on parle de comité dédié, d'advisory board, etc., des fois il y a un joyeux mélange entre les termes et on ne comprend pas forcément qui fait quoi, d'où il vient, à quoi il sert.
Alors, même si la finalité, on le sait, c'est d'abord d'avoir une démarche, que ce soit pour les comités dédiés ou pour l'advisory board, d'avoir une démarche qui s'appuie finalement sur l'expérience de praticiens, Caroline le disait, avec des connaissances, des compétences spécifiques. Et puis, cette démarche s'appuie aussi sur l'accompagnement de tiers qui vont être bienveillants, évidemment, mais aussi exigeants et qui vont venir challenger les dirigeants ou les comités, que ce soit les conseils d'administration ou les conseils de surveillance ou autres organes de l'entreprise. Alors, on va faire un focus effectivement sur les comités dédiés et les advisory boards parce qu'on ne les retrouve pas forcément dans les mêmes sociétés. Caroline l'évoquait tout à l'heure. Concernant d'abord les comités dédiés, en fait, Caroline là aussi le disait tout à l'heure, lorsqu'une entreprise dispose d'un conseil d'administration, d'un conseil de surveillance, je vais aller plus lentement, mais comme on est timé, on va un peu vite. Dans ces cas-là, en fait, il leur est possible de créer des comités spécialisés qui vont être chargés finalement d'étudier des questions ou des sujets qui sont très spécifiques. Donc, ces comités dédiés sont une émanation des organes qui sont chargés de l'administration et de la surveillance des entreprises. Ils sont donc placés à leur côté, sous leur autorité, et c'est d'ailleurs ces conseils qui désignent la composition des comités. Alors, principalement, on les trouvait dans les sociétés cotées, et puis petit à petit, ces comités sont devenus utiles de plus en plus par leur compétences, par leur expérience à l'ensemble des entreprises. On le disait en introduction aussi par la complexité de l'environnement dans lequel les entreprises évoluent. Ils sont aujourd'hui donc de plus en plus présents dans un cadre qui est non contraignant, on le disait également, pour avoir en fait une approche qui va structurer, qui va renforcer les pratiques de gouvernance. Alors, leur rôle est purement consultatif, ils n'ont aucun pouvoir de décision, mais ils prennent une place de plus en plus importante et ils ont un rôle d'influence dans les décisions du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de plus en plus importante. Donc, on ne peut pas les occulter aujourd'hui. Et vous l'avez compris, leur mission, ça va être de préparer les travaux pour les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance sur des sujets, donc, je vous le disais, très spécifiques, complexes, en apportant leur expérience. Ils vont approfondir ces travaux pour éclairer les décisions des conseils. Et puis, ils vont donc aussi faire des recommandations au travers justement des rapports qu'ils vont donner au conseil. Et donc, pour établir ce lien entre les comités et le conseil d'administration, le conseil de surveillance, eh bien, il va y avoir une participation effective, en l'occurrence, souvent par rapport, c'est le président de ces comités qui va être au conseil d'administration et qui va se faire finalement l'interprète des sujets qui vont être travaillés, des avis qui vont être exprimés. Et c'est après le conseil d'administration ou le conseil de surveillance qui, à son tour, lui, va venir auprès des assemblées des actionnaires pour présenter les décisions qu'ils auront validées. Et tout ça, ça va pouvoir même se traduire dans des rapports de gestion dans lesquels toutes ces décisions vont être formalisées. Alors, des comités, il y en a un nombre incroyable. On peut en créer autant que de besoin parce qu'ils vont être différents selon la nécessité, évidemment, du sujet à traiter, selon la taille de l'entreprise, selon son organisation. Et donc, en fait, là, on va essayer de faire un petit focus sur 3 comités qu'on retrouve le plus souvent dans les entreprises, que sont le comité d'audit, le comité de rémunération et le comité de nomination. Mais sachez qu'il y en a plein, en fait. Alors, concernant le comité d'audit, c'est le seul comité qui est défini par la loi dans son article L823-19 du Code de commerce. Je m'arrêterai là pour les références, juridiques, même si son rôle s'est accru petit à petit et de manière assez significative et c'est structuré. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il a été porté par des questions réglementaires, notamment au niveau européen, et par la transposition d'une directive européenne en 2008 dans la loi française, et puis aussi toute une réforme en fait sur l'audit qui a eu lieu en 2016. Donc ces comités se sont vus finalement légitimés par des questions réglementaires également.
Sa mission centrale de ce comité d'audit, c'est sans surprise, hein, le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. Bon, on pouvait s'en douter vu le nom. Simplement, vraiment, sans rentrer dans les détails, son rôle, c'est de veiller à la pertinence et la fiabilité des informations financières et du contrôle interne et d'assurer finalement le contrôle légal aussi des comptes certifiés par les commissaires aux comptes et de regarder aussi toute l'indépendance des commissaires aux comptes qu'ils peuvent avoir vis-à-vis de l'entreprise et des recommandations qu'ils peuvent émettre. Donc, en fait, le rôle du comité d'audit, ça va être un rôle de surveillance active dans tous les domaines qui vont relever de sa compétence. Et puis, son fonctionnement en tant que tel n'est pas vraiment défini. Le code AFEP-MEDEF ne donne pas vraiment de recommandations, si ce n'est que concernant la fréquence de ces réunions de ce comité, eh bien, il dit la chose suivante, le comité se réunit selon une fréquence et une durée satisfaisante pour remplir ses missions. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, c'est laissé à la libre appréciation de chaque société pour définir justement cette nécessité et cette fréquence. Et puis, la chose quand même qui est importante, c'est que pour que ce comité puisse remplir correctement ses missions, il faut qu'il puisse disposer des éléments d'appréciation et notamment des comptes suffisamment à l'avance pour pouvoir les examiner et rendre leurs propres avis après au conseil d'administration, au conseil de surveillance. Un point qui est extrêmement important, c'est la notion d'indépendance des membres. On le retrouvera dans la plupart des comités. Et là, dans ce comité d'audit, ce qui est important, c'est que cette indépendance, elle doit toucher à la fois le président du comité, mais au moins 2/3 des membres du comité. Donc vraiment, c'est très important, cette notion d'indépendance. On le retrouvera dans toutes les formes de comité. Et puis, il y a une particularité quand même, parce que dans ce type de comité, il faut quand même des compétences particulières. Et là, le code AFEP-MEDEF recommande également qu'un membre au moins doit présenter des compétences particulières en matière financière, comptable et de contrôle légal des comptes et être indépendant. Bon, sans surprise, là aussi, on peut se douter que pour pouvoir apprécier certains éléments comptables et de contrôle interne, il faut avoir un minimum de compétences. Donc, c'est bien que dans le comité, il y ait une personne qui représente ça. Et puis, importance aussi, toujours pour bien matérialiser cette indépendance, il ne faut pas intégrer une personne qui aurait des fonctions de direction au sein de la société. Voilà. Donc, ça paraît très logique, ça l'est, mais on tenait à le rappeler aujourd'hui. Alors, deuxième comité, plus rapidement, c'est le comité des rémunérations. Alors là aussi, ce sont des comités qui ont vu le jour parce qu'ils ont été portés par l'opinion publique, puisqu'on sait que la rémunération des dirigeants, c'est quand même un point sensible et qu'elle est très regardée aussi par les autorités, surtout pour les sociétés cotées. Mais tout ceci, c'est en lien finalement avec tous les différents scandales qu'il y a pu y avoir et tous les débats médiatiques qu'il y a eu sur les rémunérations des dirigeants. On parlait des parachutes dorés, des indemnités de départ exorbitantes, tout autre avantage attribué aux dirigeants. Eh bien, dans ce mouvement-là, finalement, ces comités sont vus attribuer un rôle de plus en plus important et un rôle aussi destiné à se prémunir contre des risques finalement d'image notamment et on appellerait ça du bashing en fait sur les réseaux pour justement vraiment essayer d'être le plus clean possible par rapport à ces rémunérations-là et être transparent. Donc aujourd'hui, ces comités de rémunération, ils ont une mission vraiment élargie et qui sont vraiment des points très importants dans les décisions de ressources humaines, puisqu'ils ont vraiment là aussi un rôle et un pouvoir d'influence. On ne pourrait pas dire de décision parce qu'ils n'ont pas de position décisionnelle en tant que telle, mais n'empêche qu'on écoute quand même ce qu'ils disent, heureusement, puisqu'ils sont là pour ça. Donc, leur objectif, c'est de recruter, de motiver, de conserver des dirigeants et des mandataires sociaux, mais pas que, aussi les hauts cadres, les cadres dirigeants en tant que tels. Et puis, ils cherchent à, du coup, par cette politique de rémunération harmonisée et logique, à rendre la société attractive, et je vous l'ai dit, en respectant des équilibres
et notamment des équilibres guidés par la loi, hein, ça va être l'équité homme-femme, par exemple. Donc, leur mission, ça va être de proposer, d'étudier et de fournir des recommandations au Conseil sur ces sujets qui constituent l'ensemble de la rémunération des dirigeants. Alors, quand on parle de rémunération, ça va être le salaire, bien sûr, les bonus, mais ça va être tout ce qui tourne autour, les stock options, les actions gratuites, les achats d'actions à titre préférentiel, tout ce qui va concerner la retraite, chapeau, les indemnités de fin de carrière, et puis tous les encadrements des clauses qui vont être liées au départ du dirigeant, les clauses de non-concurrence, les indemnités de départ, je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, tout ce qui va concerner aussi les enveloppes liées aux jetons de présence. Donc, en fait, ils vont assurer cette cohésion dans les rémunérations, à la fois en interne et en externe, pour ne pas être contestables. Là aussi, concernant la composition, majoritairement des administrateurs indépendants, là aussi, ce rôle très important de respecter l'indépendance. Et la fréquence des rencontres, de la même façon, selon les besoins. Il n'y a pas de fréquence imposée ni de durée des réunions imposées. Troisième comité, c'est le comité des nominations. Eh bien là, il va fonctionner de la même façon que le comité des rémunérations. Ils sont d'ailleurs très, très en lien. Hein, l'un va souvent avec l'autre. Et l'objectif, ça va être de rechercher les compétences qui vont être manquantes au sein de l'entreprise, recherchant des profils types selon des besoins. Là aussi, de respecter des parités, respecter les règles légales. Et puis, ils vont donc participer au recrutement des mandataires sociaux et des dirigeants aussi. Et puis, ils vont veiller à la taille optimale des conseils également et tout ce qui va être politique de renouvellement des mandats des administrateurs. Je vais passer rapidement. Le temps tourne. Donc là aussi, toujours pareil, recherche d'indépendance extrêmement importante. Je vous ai dit plein d'autres comités dont on ne fera pas le détail. On va avoir par exemple le comité des parties prenantes. On en parle parce que ça, en ce moment, on parle beaucoup de ça. L'objectif de ce comité, ça va d'établir des liens entre l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, c'est-à-dire l'ensemble des acteurs qui vont interagir avec l'entreprise pour que le dialogue soit ouvert, soit constructif, etc. On va avoir des comités d'éthique, des comités des risques, des comités scientifiques, etc. Donc voilà, je ne vais pas tous les lister parce qu'ils sont liés à la créativité aussi des entreprises et des besoins. Donc en fait, vous l'avez compris, ces comités dédiés, l'objectif, c'est de construire une gouvernance élargie par rapport aux organes de direction qui existent dans les sociétés. Et puis, l'advisory board, mais Caroline va plus le détailler. Là, l'objectif, il n'y a pas vraiment de définition à un advisory board, mais on peut le résumer comme un conseil de sages, comme un comité consultatif, et il va être constitué finalement de professionnels que l'entrepreneur juge indispensable au développement de son entreprise. Donc, il va rechercher par la présence de ces personnes-là de la valeur ajoutée avec une sorte de capital finalement humain et connaissance. Donc, l'advisory board n'a pas d'existence juridique propre, Caroline le disait tout à l'heure. Ça n'est pas non plus un organe de contrôle et c'est souvent le prémisse à une organisation plus structurée d'une entreprise lorsqu'elle va grossir et qu'elle va avoir des organes de direction imposés par la loi, tels qu'un conseil d'administration, un conseil de surveillance, un directoire, etc. Donc là aussi, l'objectif, c'est d'avoir des administrateurs indépendants, mais Caroline y reviendra tout à l'heure. Et pour que cet advisory board fonctionne bien, et on parlait d'intelligence collective, eh bien, il va falloir que le dirigeant soit ouvert à ce que va proposer l'advisory board, les advisors en fait, et également qu'ils adoptent finalement une posture d'écoute, d'accueil de ce que l'advisory board va pouvoir lui apporter. Voilà. Je vais laisser Caroline vous détailler plus particulièrement ce qu'est l'advisory board, comment est-ce qu'il fonctionne et son intérêt. Voilà. Merci Joël. Donc, si vous avez bien suivi, la vertu principale de l'advisory board, comme la gouvernance, on va dire, qui entoure le dirigeant, c'est surtout, de permettre la rencontre régulière du dirigeant avec d'autres membres extérieurs à l'entreprise, et puis deuxièmement, de permettre de sortir de l'isolement du dirigeant qui est quand même bien connu et de prendre de la hauteur. À condition toutefois que les personnes qui sont choisies pour composer le board
soient utiles finalement aux dirigeants et agissent en faveur du développement de l'entreprise, et que celui-ci soit bien adapté aux besoins de l'entreprise. Et ça, c'est une tâche qui se relève un petit peu plus délicate. Donc, la première, on vous a mis là cinq commandements, entre guillemets, ces 5 petites règles de bon sens, en fait, à suivre quand on veut se constituer son advisory board. La première règle à suivre, c'est bien entendu d'adapter son advisory board à son entreprise. Parfois, on entend des jeunes dirigeants dire « Ah là là, c'est super, moi je suis convaincue de mettre en place un board, j'en ai mis un et j'ai fait venir 10 personnes autour de la table. » Et l'idée est bonne, en fait, de se dire « Je vais mettre un advisory board », mais la difficulté, c'est que en fonction du temps de développement de l'entreprise, avoir 10 personnes se réunir trop fréquemment n'apportera pas forcément un grand intérêt, et parfois va même peut-être faire perdre du temps et amener des frustrations, parce que on va avoir autour de la table des advisors qui sont soit très occupés, soit qui ne connaissent pas les phases de développement d'une entreprise, surtout à son lancement, et donc qui vont se montrer impatients, qui n'auront pas connaissance aussi de par leur expérience du manque de ressources qu'on peut avoir au début de la création. Et donc, ce qui est important, c'est que vraiment les profils soient adaptés en fonction du niveau de maturité de votre entreprise et connaissance aussi du cycle de vie de l'entreprise. Donc, ce qu'on préconise plutôt, c'est au démarrage, soit vous êtes parti sur une forme de mentorat et c'est très bien, soit de partir sur un board qui soit composé de 3 membres plus le dirigeant, parce qu'en fait, c'est largement suffisant. Et puis, ce qu'on remarque aussi, ça a été prouvé scientifiquement, c'est que plus, en fait, on a de personnes autour d'une table, plus on prend le risque que la réunion perde en efficacité. C'est comme quand vous avez un jeu de tir à la corde. En fait, il y a eu une étude scientifique qui est parue l'année dernière pour dire qu'au-delà de 5 personnes, en fait, les personnes qui se trouvaient derrière ou devant, je sais plus, ne tiraient plus, parce qu'en fait, elles comptent toujours sur les autres pour faire l'effort à la place d'eux. Donc, avoir finalement une réunion en cercle restreint, c'est plutôt ce qui convient, tant qu'on n'est pas sur une entreprise qui ressemble plutôt à une belle PME ou une ETI. La deuxième recommandation qu'on vous propose, c'est de prendre ni amis, ni clients, ni banquiers. Donc, je suis désolée pour mes amis banquiers. Oh là, pardon, les amis banquiers. Bon, il fallait me le dire avant. Voilà, c'est pour ça que on est trop consciencieux, trop habitués. Ça sera plus pratique comme ça. Voilà, excusez-moi. Donc, oui, donc ce qu'on disait, c'est que pour de nombreux entrepreneurs, souvent la tentation peut être grande d'inviter autour de la table son banquier, son avocat, son expert comptable, des amis, et c'est pas forcément la meilleure idée qui soit dans l'absolu, parce qu'en fait, en siégeant dans votre advisory board, faut pas oublier que ces parties prenantes, déjà elles vous connaissent plutôt bien. Elles sont en lien avec votre entreprise et elles ont forcément trop d'intérêts directs et indirects pour ne pas intéresser le leur. C'est la même chose avec vos amis. Quand vous allez leur demander leur avis sur la façon dont vous faites les choses, est-ce que alors normalement un vrai ami est capable de vous dire que vous faites fausse route, mais enfin dans la pratique on se rend compte souvent que les amis ils veulent pas trop se froisser avec vous, donc ils n'oseront pas forcément vous dire. Et ensuite, est-ce que vous oserez lui dire que cette personne n'a pas été à la hauteur de vos attentes? Quand vous avez des liens directs financiers avec eux ou avec vos amis, des liens affectifs, c'est quand même toujours un petit peu compliqué d'être franc et sincère. Et donc, pour choisir les membres autour de son board, il y a une question qui est assez simple qui peut se poser, c'est est-ce que cette personne sera la mieux placée pour me conseiller? Et en général, cette question, elle est assez dure. Voilà. Elle est dure, mais en même temps, elle est assez révélatrice de l'aptitude de la personne à venir siéger à la table du board. Donc, ce qui veut dire que même si vous avez envie de prendre des personnes que vous connaissez de loin ou de près, il n'en sera que mieux si vous réussissez à faire venir quand même des personnes qui sont plutôt complètement indépendantes. Voilà.
au moins, bon, si vous avez des gens avec qui vous avez quand même des affinités et sur lesquels vous souhaitez compter, ce qui est bien, c'est de faire venir au moins une personne totalement externe et qui ne vous connaît pas, qui sera en prise de recul total vis-à-vis de vous. La troisième recommandation, quand on veut faire venir des personnes à son board, c'est de regarder 3 choses: la compétence, la posture et la disponibilité. Être un bon administrateur ou être un bon advisor, ça n'est pas inné. En général, on devient plutôt avec l'expérience. Donc, pour acquérir cette compétence, nécessairement, il y a quand même besoin d'avoir un petit peu d'expérience professionnelle et de compréhension de sa mission. Et la compréhension de la mission, souvent, en fait, elle n'est pas évidente parce que quand on arrive dans un board, on est informé finalement partiellement sur ce qui se passe dans l'entreprise. On n'y est pas vraiment puisqu'on n'est pas opérationnel, donc on connaît pas forcément bien tout le fonctionnement. Donc il faut réussir à cerner très très vite finalement quels sont les enjeux de l'entreprise et réussir à obtenir les documents pour pouvoir se faire une première idée du fonctionnement. Il faut également aussi avoir une capacité réelle à s'engager. Quand on accepte un mandat, aujourd'hui, ça n'est plus du prestige. Alors, c'est vrai que pour l'advisory board, on ne parle pas tellement de mandat au sens législatif, mais bon, ça, c'est quand même une mission. Et donc, il faut absolument mesurer le temps que ça va demander. C'est du temps physique et c'est du temps intellectuel. Donc, c'est important que la personne à qui vous allez demander de venir dans votre advisory board comprenne l'engagement et la disponibilité que ça va lui demander, surtout si vous, de votre côté, vous souhaitez quand même que ce board il ait une valeur ajoutée. Hein. C'est quand même l'objectif, c'est pas de réunir pour taper la causette et se boire un café. Donc, ce qui veut dire qu'au niveau de l'advisor qui va venir, il faut quand même qu'il essaie de connaître l'entreprise. Et c'est presque, en fait, il doit presque se sentir dans l'obligation d'aller voir et tester votre produit. J'ai vu une fois le cas d'un advisor, en fait, qui venait, ça faisait plusieurs réunions et en fait, le dirigeant s'était rendu compte que au bout de 4-5 séances, la personne n'était même pas allée voir le site internet. Bon, ça, c'est une faute totale de la part de l'advisor et ça montre vraiment qu'il n'y a aucune curiosité et donc cette personne n'a même pas siégé dans le board. Donc voilà. Donc en dehors des incapacités, on va dire classiques, civiles et pénales, tout le monde peut être advisor. Mais par contre, voilà, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut que quand même la personne ait quand même un peu d'expérience, un peu de bouteille, et puis surtout qu'elle ait aussi cette posture qu'on va appeler le savoir-être. Alors le savoir-être, ça va pas être au sens classique du terme, celui qu'on va employer pour un salarié. Le savoir-être, c'est plusieurs choses. Quand on est advisor administrateur, la première chose, c'est prendre conscience qu'on est là pour un intérêt supérieur à celui de son intérêt personnel et qu'on est là pour servir l'intérêt social de l'entreprise. Donc concrètement, c'est avoir toujours une réflexion sur le coup d'après, savoir que quand on prend une décision, c'est être sur le demain, mais aussi sur l'après-demain. C'est avoir le courage aussi de dire au président et à ses équipes que la décision qui est prise est mauvaise. Et en même temps, il faut savoir ne pas être trop crispé sur la prise de risque, car un entrepreneur, il est aussi là pour en prendre, sinon il ne fait plus rien. Et parfois, on entend des dirigeants qui disent moi, mon board, il me freine parce que en fait, dès que je prends une décision, ils sont là avec ceinture et bretelles parce qu'ils ont peur de cette prise de risque. Donc ça, c'est important de vraiment trouver cet équilibre. Et puis, je crois que dans la globalité, en fait, les advisors qui viennent, ils doivent avoir quelque part à cœur de faire réussir l'entrepreneur. Donc, ça veut dire 2 choses. La première, c'est que quand le business fonctionne bien, que les affaires sont florissantes, il doit être exigeant et challengeant vis-à-vis de vous en tant qu'entrepreneur. Et dans les périodes où ça va être beaucoup plus compliqué, il faut qu'il soit en soutien et pas qu'il vous enfonce la tête sous l'eau parce que sinon, ce sera complètement contre-productif. Et puis, dernière chose sur ce point, c'est que la force du board, elle réside évidemment dans l'intelligence collective. Donc, c'est ça qui va permettre en fait d'avoir du débat. Donc, il faut des gens avec des caractères forts, mais pas des gens qui soient non plus complètement caractériels. Sinon, le risque, c'est que les discussions s'enveniment et puis qu'il n'y ait rien de positif qui sorte en fait à l'issue de ces réunions. Et cette diversité, moi, j'aime bien le rappeler, elle s'appuie vraiment sur la mixité, sur la diversité. C'est assez humain, on a tendance à aller chercher des gens qui nous ressemblent
Et je pense que c'est quand même une bonne chose d'essayer d'aller s'ouvrir à d'autres types de profils, des gens qui passent parfois sous les radars, mais qui ont une belle valeur ajoutée à apporter. Et c'est vrai que dans la recommandation globale, avoir au moins un tiers, donc si vous êtes 3 personnes, une personne qui soit extérieure et peut-être pas forcément dans des profils que vous auriez de base identifiés, ça peut être une vraie force. Et puis bien entendu, pour conserver cette diversité, penser à renouveler son conseil de temps en temps quand même pour contrer cet effet de perte de prise de hauteur. 4e point, les advisors ne sont pas vos prestataires. Ça veut dire qu'on arrive sur la question délicate de la rémunération. Donc, quand on est dans un conseil d'administration, la question ne se pose pas parce qu'on arrête les comptes. Il y a quand même un risque civil et pénal, donc il y a une rémunération qui se fait. Pour un advisory board, qui est finalement facultatif, il y a 2 écoles. Donc, il y a des gens qui pensent qu'il n'y a pas besoin de rémunération. C'est vrai qu'en général, les advisors ne font pas ça pour l'argent. Moi, j'ai une autre position donc qui est vraiment personnelle, c'est que quand on souhaite mettre un advisory board qui fonctionne de manière régulière, qu'on va chercher du temps, de la compétence et de la disponibilité de manière très régulière et assez soutenue, il est normal que cette compétence et cette disponibilité se rémunèrent quelque part. Par contre, là où je veux en venir aussi sur ce point, c'est que même si vous ne rémunérez pas vos advisors, ils peuvent vous rendre des services, mais attention à ne pas tomber dans la gestion de fait. Les advisors ne sont pas là pour prendre des décisions à la place des dirigeants. C'est bien le dirigeant qui doit prendre ses responsabilités. Si une prestation doit être faite, je prends l'exemple d'un advisor qui serait spécialiste de la communication et il veut vous aider sur votre plan de com, c'est une prestation à part. Ça ne rentre pas dans le cadre de sa mission. Il peut vous ouvrir son réseau, il peut vous donner des conseils, mais il ne doit pas faire à votre place. Et puis là, le dernier point sur lequel on souhaite revenir, c'est je décide, donc je pilote. C'est pas vos advisors qui prennent les décisions à votre place quand vous êtes entrepreneur. Pour que l'advisor ait une utilité, il faut que le président soit là, bien présent. Ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait un nombre de réunions qui soient prévues par an, que chacune de ces réunions soit préparée. Donc, c'est pas j'arrive et je vois quel sujet je traite, que au moins à l'avance, on ait identifié les sujets à traiter. Qu'entre 2 réunions de comité consultatif de advisory board, on identifie les sujets pour la réunion d'après, qu'il y ait un compte rendu qui soit fait, que les plans d'action soient mis à jour. Et puis surtout, ce qui est important, c'est de communiquer le maximum d'informations à vos membres en fait de votre board pour favoriser l'alignement entre eux et puis favoriser une prise de décision qui soit plus rapide. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce sujet. Bien, merci Caroline, c'est beaucoup plus clair concernant ce qu'est et comment fonctionne un advisory board. Alors, on a souhaité faire une petite synthèse de différents points et notamment de faire un zoom sur les points de fragilité qu'il peut y avoir sur l'organisation, qu'il s'agisse de comités dédiés ou d'advisory board, à la fois dans le prisme du dirigeant, c'est-à-dire quand est-ce que le dirigeant, on peut comprendre qu'il a besoin d'aide, ou côté des advisors et des membres de comité, quand est-ce que eux, finalement, ils deviennent un petit peu fragiles aussi à leur niveau. Alors, la première chose, c'est le recours fréquent à des consultants externes. Il y a une étude de BPI sur la solitude des dirigeants qui montre que plus le dirigeant recourt au conseil et plus ils sont satisfaits. Alors, ça prouve une chose, ça prouve que le dirigeant, dans sa solitude de décision au quotidien, a besoin d'être entouré. C'est une nécessité, on l'a exprimé maintes et maintes fois. Pour autant, il faut aussi que l'appel à ces conseils soit dimensionné correctement. Il faut faire attention à ce que parfois la prestation soit pas trop coûteuse par rapport aux bénéfices que le dirigeant en a. Et puis, il faut aussi qu'elle soit suffisamment sur mesure, qu'elle corresponde réellement à ses besoins. Et le positionnement d'un consultant qui va être un membre externe à l'entreprise, mais qui va faire une prestation one-shot ou un conseil one-shot, il va être beaucoup moins impliqué, la confiance va être un petit peu plus difficile à établir et le fonctionnement peut être moins fluide
que lorsque l'on a l'habitude de travailler avec des personnes certes indépendantes, certes externes, mais qui sont toujours finalement les mêmes et qui commencent à connaître bien le fonctionnement de l'entreprise. Donc, l'externalisation des conseils, ça peut être une bonne solution, mais à un moment donné, ce point de fragilité peut venir également en se disant peut-être qu'il va falloir que je fasse quelque chose. On parlait d'intelligence collective, on parlait de gouvernance élargie. Eh bien, passer à la vitesse supérieure et internaliser, je vais y arriver, les conseils, ça peut être intéressant. Deuxième point de... Il y a quelque chose qui apparaît à l'écran. Excusez-nous, je sais plus, j'espère que vous nous entendez encore, je continue. Deuxième point, ça va être le manque de délégation. Et là, lorsque le dirigeant choisit finalement de s'entourer, il faut à un moment donné qu'il accepte de déléguer certains pouvoirs ou en tout cas certaines décisions. Non pas sur un plan légal, c'est-à-dire qu'on l'a dit et redit, les actes en fait qui vont être accomplis sont à la main du dirigeant, c'est lui qui va prendre des décisions pour le compte de la société, mais plutôt dans la délégation des tâches et les rapports entre les bonnes pratiques. Qu'est-ce que je laisse comme prérogative au comité pour travailler un sujet? Est-ce que je vais lui laisser les mains libres ou est-ce que je vais être en émission totale dans ses décisions? Donc, là-dessus, ce manque de délégation, c'est un point de fragilité dans les rapports que peut avoir le dirigeant avec les comités ou avec les advisors qui sont en place. Troisième point, c'est le manque d'écoute. Là aussi, s'entourer, ça ne sert à rien si le dirigeant, finalement, n'écoute pas ou si ses conseils n'écoutent pas non plus le dirigeant. Donc, en fait, il va falloir que le dirigeant partage sa vision, essaie de convaincre lorsqu'il a envie qu'une décision soit prise, mais également, il va falloir qu'il accepte que les conseils qui l'entourent ne soient pas forcément du même avis et qu'il accepte de se faire challenger et qu'il accepte aussi que eh bien, il puisse y avoir des visions différentes. Et là, ça me fait la transition avec le quatrième point, c'est la difficulté à construire des scénarios différents, à la fois sous l'angle du dirigeant, mais également sous l'angle des conseils, puisque un advisory board, pour qu'il soit efficace, c'est lorsqu'il va proposer finalement des solutions, des directives qui vont être un peu différentes par rapport aux voies que l'on avait envisagées. Et là, il va falloir qu'il puisse construire des voies, des solutions qui sont possibles pour arriver au résultat attendu. Et c'est là-dessus que finalement, il va avoir une vraie valeur ajoutée et qui va pouvoir finalement challenger toutes les stratégies, toutes les décisions qui vont être prises. Et puis, dernier point, on l'a un petit peu évoqué également, c'est une posture inadaptée des advisors choisis. Et ça va être le manque d'implication. Tout à l'heure, Caroline donnait l'illustration d'un advisor qui n'avait pas été regardé le site internet. Bon, typiquement, voilà, c'est ça, c'est ce manque d'implication. Ou alors, parce que les advisors vont avoir trop de mandats et qu'ils ne vont pas pouvoir faire face à tout ça, ou parce qu'ils n'auront pas préparé les rencontres, ou parce qu'ils vont être tout simplement absents en politique de la chaîne vide. Donc là, ça ne sert pas à grand-chose. Ce manque de prise de hauteur le fait également qu'à un moment donné, les advisors ou les conseils ne vont plus être utiles à l'entreprise parce que finalement, l'entreprise elle a évolué. Les compétences qui se composent d'advisory board ne sont plus nécessaires. Et donc, il va falloir penser à ce renouvellement. Également veiller aussi au conflit d'intérêts qui pourrait arriver en fait avec le temps entre l'entreprise et les membres de l'advisor. Voilà, c'est autant de points de vigilance sur lesquels le dirigeant doit s'arrêter régulièrement pour remettre à jour en fait tous ces conseils pour qu'ils restent efficaces. Voilà, donc quelques points à retenir. Oui, vous savez lire aussi bien que moi, mais effectivement, dernièrement, il y a l'IFA qui a sorti un rapport sur la gouvernance des startups et qui démontre que les entrepreneurs qui s'entourent bien développent statistiquement mieux leur entreprise. Donc, on voit que la gouvernance a un rôle vraiment démultiplicateur en termes de puissance. Savoir s'entourer de profils différents et enrichissants, c'est ça qui permet de créer de la valeur ajoutée.
vous rappelez qu'un advisory board, un conseil d'administration est toujours à l'image de celui qui le préside. Si effectivement vous arrivez en short et en tongs, enfin, c'est une manière imagée, vous risquez d'avoir des gens qui seront peut-être aussi sur un mode Club Med, alors que si vous l'animez, que vous êtes quelque part exigeant et que vous en attendez autant de vos advisors, ça va plutôt être cette image qui va être donnée et ce mode de fonctionnement qui va ressortir. Rappelez aussi qu'il y a toujours suffisamment de sujets à traiter, quelle que soit la taille de l'entreprise. Alors évidemment, il ne s'agit pas de faire une réunion toutes les 3 semaines, mais globalement, si on est sur un rythme de 4-5 réunions par an pour un advisory board, c'est assez suffisant et c'est même très bien. En deçà de 4, c'est un peu juste. Au-delà de 5, c'est peut-être un peu trop. Donc, il faut trouver en fait ce bon timing, cette bonne dose intermédiaire. Et puis, bien rappeler qu'en fait, le rôle de la gouvernance, c'est aussi s'appuyer sur la force du collectif et rappeler que tout seul, on va vite, ensemble, on va loin. Puis, je crois que c'est un slogan que Clément Francôme aime bien et utilise souvent. Donc, nous allons lui laisser la parole pour ce témoignage. Voilà, écoutez, merci Clément d'être avec nous et même si on a pris un peu de temps pour expliquer les choses, c'est pas grave, on va prendre le temps de vous écouter parce que c'est toujours extrêmement enrichissant d'avoir le point de vue de gens qui sont dans dans le sujet. Donc écoutez Clément, ce que je vous propose, c'est d'abord dans un premier temps de vous présenter, puis de présenter votre entreprise. Merci. Merci aussi pour m'avoir invité et puis échanger parmi nous. Donc, je suis Clément Francôme, le fondateur de la société Utocat. Utocat, c'est un éditeur de logiciels spécialisé dans l'environnement bancaire. Nous facilitons les opérations d'investissement pour les investisseurs qui souhaitent utiliser, par exemple, leur PEA ou toutes les ressources d'une banque pour pouvoir effectuer un investissement. Donc, pour faire simple, nous gérons la paperasse. Et ça permet de réduire des délais considérables puisque sans notre solution, on parle de 1 mois de délai en moyenne. Et avec notre solution, récemment, on a explosé un record. On arrive à 23 minutes. Donc, cette activité nous permet d'être au service de l'économie réelle. Pour nous, c'est important d'avoir, la finance qui fait sens avec notre activité de tous les jours. Merci. Écoutez, c'est très clair. Alors, pour raccrocher au sujet, finalement, comment avez-vous été sensibilisé au sujet advisory board? Est-ce que vous en avez éprouvé la nécessité personnellement ou est-ce que vous en avez vu fonctionner certains? Alors, qu'est-ce qui a été chez moi le point d'entrée sur ce sujet de l'advisory board? En fait, quand on a fondé Utocat à l'époque, naturellement, au bout d'un moment, on a fait appel à des capitaux risqueurs, des business angels principalement, et est venue la nécessité d'organiser notre relation. Donc, on est dans une SAS, donc il n'y a rien qui nous oblige formellement, d'un point de vue de la loi, à nous organiser. Néanmoins, c'était une demande des investisseurs de s'assurer que nous ne fassions pas un usage libre des fonds de la société. Du coup, on a mis en place un comité stratégique. Donc, ce comité stratégique a été l'opportunité d'organiser notre gouvernance d'entreprise de façon certes légère et agile, mais néanmoins permettant d'avoir un droit de regard un peu sur nos activités. Et puis, de fil en aiguille, finalement, ça a été quelque chose qui nous a été plutôt imposé, mais de fil en aiguille, ce board est venu alimenter des réflexions et des besoins concernant bien l'opportunité d'avoir des conseils qui soient avisés, pertinents pour l'activité et relativement engageants. C'est-à-dire qu'il fallait que l'individu qui nous prodigue ses conseils ait quand même un intérêt à ce qu'il soit prodigué de la bonne façon et que cet intérêt soit bien au service de l'entreprise et du projet que de son intérêt personnel. Donc ça, c'est un jeu d'équilibre délicat, comme on a pu le voir juste avant. Et finalement, nous, on a un advisory board qui a été mis en place de façon informelle. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait de rédaction particulière. C'est venu naturellement de la volonté, notamment de nos investisseurs. Donc nous, aujourd'hui, c'est plutôt des advisors qui sont teintés, donc qui ont un intérêt, on va dire, plutôt financier à ce que leur argent soit exploité correctement. Et ils ont chacun des vues
de là où ils sont, en fait, ils ont une pièce du puzzle qui peut nous servir à nous développer. Donc, chacun apporte une contribution qui est à la hauteur de son point de vue. Et donc, c'est nécessaire pour nous d'avoir plusieurs personnes pour avoir une vision suffisamment complète pour nous aider. Récemment, là, par contre, c'est quelque chose qui est venu plus tard dans le temps de l'historique de la société. Donc, pour rappel, pour faire une échelle de temps, la société a 8 ans environ. Et l'advisory board, si on peut appeler ça comme ça, que je vais vous évoquer, a eu lieu il y a à peu près 1 an. Donc, c'est venu assez tard, entre guillemets, enfin, je sais pas si tard, tout est relatif, tard dans la vie d'une startup, en tout cas, de la présence d'un advisory board. Et donc là, c'est une personne tiers, complètement externe à notre activité, qui a manifesté une volonté de nous aider. Et je me suis dit que la meilleure façon de nous aider, c'était que cette personne soit présente à des discussions officielles, c'est-à-dire qu'on vraiment on prend un moment pour échanger sur sa thématique d'expertise. Et puis finalement, naturellement, elle est venue à présenter son point de vue face à nos actionnaires et face également au board. Donc finalement, on est parti d'un point de vue très non organisé, on va dire, à de plus en plus ramener le point de vue dans un lieu organisé. Donc, ce qui nous a permis de déterminer que cette personne avait des points de vue intéressants pour l'entreprise, ça a été sa connaissance du marché. Donc, par rapport à notre activité, elle avait un recul qui était bien supérieur à nous et une volonté simplement de nous aider, vraiment. Du coup, on s'est dit que c'était que l'advisory board était le meilleur moyen de la faire intervenir chez nous. D'accord, parfait. Donc là, vraiment, c'est profiter d'expérience et puis alimenter en fait cet advisory board en fonction des nécessités de l'entreprise au fil de l'eau. Ouais. Et oui, effectivement. Et puis ce point de vue avec le recul de marché était pour nous très important parce qu'on a, en tant que jeune société, je sais pas si 8 ans c'est si jeune que ça, mais on n'a pas forcément tout le recul. Et puis bénéficier du point de vue de personnes qui sont sur ce marché, c'était pour nous vraiment important. Alors du coup, finalement, par rapport à la question que qu'on voulait vous poser, c'est que recherchez-vous en mettant en place un advisory board? Vous avez un petit peu répondu. C'est vrai que c'est important de se poser la question avant de le mettre en place, puisque si on arrive à une mise en place sans s'être posé cette question de finalement quel est l'intérêt, quel est l'objectif, qu'est-ce qu'on va en tirer, il est possible qu'on n'en tire pas les conséquences souhaitées. Donc nous, ce qu'on a souhaité, c'est que là où les personnes qui composent l'advisory board puissent nous éclairer sur comment je vais dire ça, nous éclairer sur des choix ou des grandes orientations qu'on peut avoir, mais aussi parfois des points de détail assez précis. C'est vraiment un éclairage avec un regard extérieur. Ça permet de finalement prendre en compte que finalement certaines décisions peuvent être totalement anodines, donc pas la peine d'y passer trop de temps. Choix A, choix B, et puis finalement ça a le même impact. Donc on lance une pièce et puis voilà. Mais parfois il y a des choix plus structurants qui ont le mérite d'être mieux travaillés de cette façon-là. Donc on peut ouvrir un nouveau marché par exemple. On peut rajouter des fonctionnalités sur un produit ou des façons d'aborder des questions clients, des façons d'adresser le client pour avoir un produit plus pertinent et plus apprécié de nos clients et du coup favoriser son déploiement. Donc c'est sur ces critères finalement d'être décisionnel qu'on a pu sélectionner les personnes de l'advisory board. D'accord, donc ça permet d'avoir une bonne prise de recul finalement par rapport au sujet traité. Oui, et puis parfois c'est aussi pour se rassurer. On a déjà des idées assez claires et puis on n'est pas totalement convaincu, ça permet d'enfoncer le clou, quoi. Et alors quelque chose que vous n'avez pas abordé là, mais je vous pose la question parce que je sais, c'est pourquoi aussi participez-vous vous-même à d'autres advisory boards? Parce que vous en avez un, mais aussi vous êtes advisor vous-même. Ouais. Qu'est-ce que ça vous apporte et quelles contributions vous avez?
C'est vrai que de fil en aiguille, comme j'aime bien l'économie réelle, j'investis mon épargne dans du crowdfunding, dans les sociétés en direct. Donc, je fais beaucoup d'opérations de mon côté. 90% de mon patrimoine est en mon côté, pour vous ayez une idée du risque que je prends habituellement. Et pour moi, c'est normal. L'économie réelle, pour moi, c'est l'économie normale. Donc, de mon côté, pour moi. Du coup, quand on met des tickets relativement modestes, finalement, bon, bah, on est dans le bateau, puis on se laisse porter par le reste du bateau, et après tout, bon, voyons ce qui arrive. Et puis, de fil en aiguille, on a des points de vue, on a un ressenti sur le marché qui peut parfois intéresser certains dirigeants. Et ça se fait de la même façon, de façon informelle. C'est-à-dire, c'est autour d'un café, une discussion formelle, informelle. Il y a un appel du pied du dirigeant. Ah bah tiens, ton point de vue m'intéresse. Qu'est-ce que tu penses de tel aspect? Parfois, c'est juste une question, c'est juste un mail, c'est juste un WhatsApp, c'est un SMS. Voilà, c'est l'advisory board dans son plus simple appareil. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est un peu formalisé. Donc, j'interviens aujourd'hui dans 1, 2, 3, 4 advisory boards. Je ne suis pas rémunéré parce que dans les 3 quarts des cas, en fait, j'ai des parts dans l'entreprise. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est de distinguer le fait d'être actionnaire et le conseil que je prodigue, parce que je me dis que si j'arrive à donner un conseil de qualité, mes actions seront préservées, voire au contraire vont prendre de la valeur. Donc j'essaie vraiment de faire la part des choses entre mon rôle d'actionnaire et le rôle d'advisor en me disant que ça sert clairement mes intérêts. Comme ça, je touche pas de rémunération à court terme, mais ma rémunération elle est plutôt, on va dire, à long terme. De toute façon, c'est aussi ma façon de penser, c'est que pour moi, l'investissement, c'est plutôt du long terme. Je crois aux décisions qui ont un impact dans 5 ans, 7 ans, 10 ans, mais un impact très fort, substantiel. Donc, c'est aussi avec des personnes comme ça que j'échange sur des sujets qui ont un impact peut-être pas tout de suite, mais à un certain horizon. Et c'est sur ces sujets-là, en général, qu'on vient me demander un avis de façon très peu formelle ou beaucoup plus formelle sous forme d'un advisor. Ça peut être des questions spécifiques, pointues dans votre domaine d'activité ou des questions beaucoup plus stratégiques. Oui, ça peut être l'expérience entrepreneuriale en général, un business plan, une question précise sur une dette, sur BPI, souvent BPI très présent dans les business plans de tout le monde, ça peut être parfois juridique, mais l'idée n'est pas de répondre à une question pointue, mais plus d'avoir un axe pour l'approcher, de se dire, voilà, c'est ce sujet que j'aborde, je vais essayer d'en tirer un au hasard, c'est le pacte d'actionnaires, qu'est-ce qu'on met dedans? Donc là, on brosse vraiment très rapidement le sujet. C'est juste pour avoir un guide, une boussole. Voilà. Après, ça peut être des sujets de mon propre marché. Donc, moi, je suis dans le non-côté, donc j'ai beaucoup d'intérêt personnel et professionnel dans ce secteur. Du coup, ça peut être intéressant parfois d'échanger sur le moment, qu'est-ce qui se passe en ce moment sur ce marché du non-côté. Par exemple, vous avez la Banque de France qui a évoqué un record absolu dans la collecte d'épargne à destination du non-côté en France. Vous avez 21,5 milliards qui viennent d'arriver. Et donc, du coup, on se demande parfois où est-ce que c'est allé, pour quel objectif. Est-ce qu'on est dans une bulle? Est-ce que c'est une bulle? Est-ce que c'est une bulle très grosse? Est-ce que c'est une bulle plus petite? C'est une bulle qui va encore grossir. Est-ce que c'est que le début? Voilà. Il y a du court terme et puis après, il y a de la projection. Finalement, 21,5 milliards par rapport à avant, qu'est-ce que ça veut dire? En l'occurrence, doubler le marché en peu de temps, donc on est plutôt dans une bulle. Voilà, ça peut être des sujets comme ça qui peuvent être abordés, à la fois sur le marché, sur notre activité, sur la conception de produits, sur l'organisation d'une structure quand même de taille modeste. AutoCAD, c'est 13 personnes aujourd'hui. Donc, si on me pose des questions sur une structure de 500 personnes, j'aurais du mal à avoir un avis, je pense, pertinent. Par contre, pour tout ce qui est mise en place de nouveaux organes de gouvernance pour lesquels j'ai déjà été confronté, bien, tout ça, c'est des sujets qu'on peut aborder.
D'accord, très bien. Écoutez, merci beaucoup, Clément. On aurait pu discuter encore longtemps parce que c'est un sujet qui est riche, intéressant et votre témoignage l'est bien sûr. Alors, on va laisser peut-être la place aux questions. Donc, Oui, Germain, je pense que tu en as oui. collecté Est-ce que vous m'entendez? parfaitement. Parfait, merci. Donc, merci pour vos présentations respectives, hein, premièrement. Donc, nous avons quelques questions. Alors, la première, quelles sont les conditions d'indépendance? Quelles sont les conditions d'indépendance? Pour être indépendant, pardon. Pour être indépendant, là, on parle bien d'advisory board, mais pour être indépendant, c'est bien évidemment ne pas avoir de liens familiaux avec le dirigeant, ne pas être actionnaire ou être rémunéré ou avoir été commissaire aux comptes ou banquier pendant des années de l'entrepreneur. Je crois que les critères d'indépendance pour un advisor, ils se situent là. Sachant que Ok. ce critère de référence peut évoluer aussi dans le temps. Hein. Oui. Merci. Autre question, les membres sont-ils rémunérés? Tu as répondu déjà à la question. On a répondu à cette mais question. La rémunération, effectivement, dans un conseil d'administration, elle est évidente compte tenu du risque civil et pénal. Dans un advisory board, Clément l'a dit aussi, en fait, elle peut presque se faire de deux manières. Soit il y a une rémunération qui est faite en fonction du temps de présence de la disponibilité. Il y a aussi des gens qui ne souhaitent pas se faire rémunérer parce qu'ils considèrent qu'ils viennent donner de leur temps et que ça leur convient. Ils sont plutôt comme ils le feraient en tant que mentor. Et puis, il y a d'autres personnes qui souhaitent être rémunérées, on va dire indirectement, parce qu'ils ont pris des participations et qu'ils financent l'activité. Mais ce que disait Clément, effectivement, la difficulté quand on est dans une position d'investisseur, c'est de réussir à scinder ces deux casquettes. En fait, dire quand je suis dans l'advisory board, je ne dois presque pas regarder mon intérêt in fine de ce que ça va me rapporter en termes d'argent de patrimoine, même si forcément il faut que les décisions soient prises dans l'intérêt social pour que le patrimoine sur lequel il a investi soit valorisé. Mais là, on parle de cas de décision où ça se passe bien, mais si ça se passait mal, c'est vrai que ça devient peut-être un peu plus difficile d'avoir cette neutralité à partir du moment où on est investisseur et rémunéré. Pour compléter un peu l'avis qui vient d'être donné, de mon côté, même quand ça se passe mal, de mon vécu à mon échelle, le fait est que il y a à un moment donné un rappel à la personne de pourquoi elle est là finalement. Même quand ça se passe mal, on va reprendre justement un peu de recul. Tout est là-dessus, je crois. Et puis, on va se dire, OK, mais à l'origine, pourquoi on est ensemble? Est-ce qu'aujourd'hui, on est ensemble pour les mêmes raisons ou pour des raisons qui ont éventuellement évolué? C'est pas un problème. Mais est-ce qu'on est bien aligné sur la raison qui nous unit? Ça peut être une union capitalistique, mais variée, comme on l'a dit. Et puis parfois par simple intérêt personnel. Finalement, donc même quand ça commence à mal se passer, si on arrive à reposer un peu l'objectif commun, souvent c'est une bonne clé pour pouvoir s'en sortir et puis reprendre sur de bonnes bases les échanges qui sont normalement fructueux des deux côtés. Ok, merci. Dernière question. Pour recruter une personne complètement externe, avez-vous des conseils? Car on a effectivement tendance à recruter dans un cercle que l'on connaît. Alors, de mon côté, pratico-pratique, j'ai pas encore eu de moyens formels de répondre à la question. Donc, il n'y a pas un site web. Les advisors sont là. Enfin, il y a de mon point de vue, de mon expérience, je n'ai pas connu cet aspect formel. Donc, de mon côté, c'est plutôt au fur et à mesure de café, d'échanges formels et informels. Donc, c'est finalement animer la relation avec des personnes qui sont intéressées par le produit, le service de l'entreprise, qui ont fait finalement nous faire rencontrer des personnes qui jouent le rôle d'advisor. Donc, c'est établir ces relations avec des personnes qui aiment bien ce qu'on fait. Voilà. C'est ça qui nous a donné
la possibilité d'avoir des advisors. Alors moi, je complète le propos avec toute la modestie qui caractérise Caroline. Caroline peut être à même d'aider justement au recrutement de personnes qui vont faire l'objet d'advisory board ou de conseil d'administration d'ailleurs, en l'occurrence. Voilà. Oui. Après, il y a aussi recherche d'administrateurs indépendants. Oui, après, et effectivement, il y a aussi des cabinets de recrutement qui existent, des associations telles que l'APIA et l'IFAM. Et ma gouvernance a ses spécificités, c'est de raccourcir les délais, de minorer les coûts et d'avoir un diagnostic qui permette de faire un matching qui soit plus précis sur les enjeux, on va dire, de l'entreprise, même si on garde une partie humaine très forte sur la qualification des profils. Voilà. Ok, merci à tous les trois pour la conclusion et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci Germain. Et, écoutez, merci à tous pour votre présence et pour ces résultats qui sont encourageants pour nous. On vous donne bien sûr rendez-vous sur l'épisode 4 qui se tiendra le 15 avril et la thématique sera la transmission de l'entreprise. Alors, pas sous un angle juridique, fiscal, mais plutôt sous l'angle de la transmission du savoir, du pouvoir, le choix du repreneur. Voilà, donc merci à tous. Merci. Et merci puis, on vous souhaite une très belle journée et à très vite. Merci, au revoir.